Alors Jeanne Hersch, dont je ne vais pas faire le tour de la pensée ce soir évidemment, mais dont je vais pouvoir avec vous évoquer le travail à travers une question extraordinairement profonde, hein, c'est Stéphane qui l'a choisi, donc je peux le dire, à savoir, peut-on vouloir ne s'étonner de rien? Alors, cette question en fait fait sans doute sens au départ, enfin, est en lien sans doute à l'ouvrage le mieux connu, le plus publié, le mieux diffusé de Jeanne Hersch, à savoir L'étonnement philosophique, qu'elle a publié donc en 1981. Mais cette question, en fait, fait aussi sens par rapport, effectivement, comme l'a souligné Stéphane aussi, par rapport à l'actualité. Donc, en l'occurrence, bravo, félicitations, congratulations. Alors, pour penser cette question, je me suis arrêtée, en fait, sur une proposition de Jeanne Hersch, tirée d'une série d'entretiens qu'elle tient, qui a publié, en fait, en 1990, un entretien qu'elle fait avec Gabriel et Alfred Dufour, qui sont deux philosophes suisses. Jeanne Hersch est suisse, je ne l'ai pas encore dit. Donc c'est une série d'entretiens qui est publiée en français et qui s'appelle Éclairer l'obscur. Alors je précise que les œuvres de Jeanne Hersch sont difficilement lisibles pour les non-germanophones, parce que, hélas, peu d'œuvres sont traduites en français, ce qui est d'autant plus étonnant et attristant que elle est suisse, et que donc le français fait partie des 4 langues suisses. Donc je le dis. Il faudrait corriger cette chose-là. Cependant, L'étonnement philosophique donc, est un petit livre qui se lit extraordinairement bien, qui est extrêmement pédagogique en même temps que très profond, et qui a orienté ma réflexion. Donc, dans Éclairer l'obscur, c'est donc une série d'entretiens. Alors là, je parlais de... Donc voilà. Que nous dit-elle? Elle nous dit « Faire de la philosophie, c'est toujours, en quelque sorte, traduire une doctrine en exercice de liberté. » Disant cela, en fait, il m'a semblé que, finalement, elle répondait déjà à la question que nous nous posons, à savoir « Peut-on vouloir ne s'étonner de rien ?» En effet, dans cette proposition, que fait-elle? Elle oppose l'exercice de la liberté et une doctrine, d'accord? En fait, elle nous dit finalement, qu'est-ce que faire de la philosophie? Faire de la philosophie, c'est exercer une pensée libre. Or, quel est l'écart justement entre la doctrine et l'exercice de la liberté? Eh bien, l'écart, c'est l'étonnement. C'est la place, c'est l'interstice, on pourrait dire, qui est réservé à l'étonnement. Comment est-ce que je passe donc de la doctrine que j'accepte passivement, que j'annonce, que je répète, que parfois je peux répéter avec talent, à l'exercice de la liberté, que parfois je peux faire de manière beaucoup plus maladroite, que je peux exercer avec plus de timidité? Eh bien, l'écart entre les deux, c'est justement l'étonnement, c'est la capacité à s'étonner. Donc, qu'est-ce que c'est que cet étonnement philosophique? Jeanne Hersch ne cherche de le dire, en fait, dans tous ses travaux, c'est la capacité à questionner le réel, à renoncer aux évidences toutes faites, à préférer toujours l'inconfort, la réflexion, les contradictions. En ce sens, en fait, Jeanne Hersch est extrêmement traditionnelle, on va dire, hein. C'est une philosophe classique, au sens notamment où elle reprend les intuitions de Platon et celles de Descartes, notamment, et pratiquement on pourrait dire de la tradition philosophique occidentale, dont l'objet principal, me semble-t-il, est de comprendre la séparation entre le monde, ce qui est à l'extérieur de moi, et moi. C'est-à-dire, comment se fait-il que j'ai des opinions qui parfois peuvent m'aveugler? Comment faire, en fait, surtout, pour me décoller de mes premières impressions? Donc ça, c'est par exemple très, très cartésien. Bien, Descartes vous dirait par le doute. Et Jeanne Hersch explique que si je doute, c'est précisément parce que je crois en la certitude. Donc ce que défend Jeanne Hersch, c'est la possibilité de penser ensemble des contradictions. Et pour penser ensemble ces contradictions, eh bien, il faut préserver en soi la capacité de s'étonner, en fait. Donc, Jeanne Hersch revient sur l'idée que la pensée, c'est un acte. C'est un acte au sens où, encore une fois, Descartes, excusez-moi, je fais des références, mais comme nous sommes entre philosophes, comme Descartes le souligne aussi beaucoup, enfin, c'est pour ainsi dire sa thèse, la pensée, c'est un acte, c'est pas une chose. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'arrête de penser, il n'y a plus de pensée. Ce sur quoi Jeanne Hersch revient systématiquement.
Donc, renoncer aux pensées pour préférer les doctrines, ce serait renoncer à l'étonnement. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. On peut vouloir ne s'étonner de rien, en fait. Donc, à la question « peut-on vouloir s'étonner de rien ?» la réponse est oui. On peut vouloir ne s'étonner de rien si l'on préfère se réfugier dans les doctrines, ce qui est une possibilité. Une possibilité qui, sur le plan philosophique, est catastrophique. Mais sur le plan, parfois, sur le plan des opportunités politiques, sur le plan, parfois, ça peut être plus pratique, ça peut être plus simple, ça peut nous aider à vivre. Sur un court moment, sans doute, quand même. Alors, c'est en préparant cette présentation, il s'avère que j'écoute beaucoup la radio. Ma vie est passionnante. Et donc, j'écoutais France Inter, comme beaucoup d'enseignants. Voilà. Ou France Culture, ça dépend. Bon, là, c'était France Inter, c'était le matin. Et donc, c'était un entretien avec l'historien Patrick Boucheron. Mais où veut-elle en venir? Et ce Patrick Boucheron m'a saisi, évidemment, parce que quand on pense à quelque chose, on ramène tout à cette chose-là. Alors, en l'occurrence, ce qui me préoccupait, c'était la question de l'étonnement philosophique. En somme, je pensais à vous, quoi. Je me disais, bon, comment je vais faire ça? Et donc, Patrick Boucheron dit, voilà, donc on l'interroge sur un tas d'autres choses, parce qu'il vient de sortir un livre, c'est un historien, un médiéviste, il est professeur au Collège de France, mais bien sûr, on l'interroge sur l'actualité, notamment on l'interroge sur les Gilets jaunes. Et il dit, à propos des Gilets jaunes, donc la crise dite des Gilets jaunes, il dit, voilà, pour moi, c'est une surprise, c'est un vacillement, je ressens un étonnement face à l'effraction du réel, ce en quoi consiste en fait cet événement. Donc, cette crise des Gilets jaunes est pour lui un événement historique auquel il doit penser en tant qu'historien. Et il dit, moi, ce qui m'ennuie beaucoup avec cette crise, c'est que j'ai un nombre de personnes que j'estime, des collègues, des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect, j'ai un nombre de personnes assez important autour de moi qui me disent qu'eux, ils ont compris ce phénomène, en fait. Ils peuvent me l'expliquer, donc ils ont renoncé à toute forme de questionnement. Il semble-t-il, en fait, ils ne s'étonnent pas. Ça ne les étonne pas. Ils sont, en quelque sorte... Ils étaient capables de prévoir, d'ailleurs, et puis quand on en parle, ils me disent, bah, tu as bien vu, je te l'avais bien dit. Et il dit, à partir du moment où on me dit ça, moi, j'arrête. J'arrête de discuter, j'arrête de réfléchir, parce que il dit, voilà, ça, c'est une énorme faute intellectuelle de considérer qu'en fait, on n'a pas à s'étonner des choses qui arrivent. Et même, dit-il, en tant qu'intellectuel, la principale responsabilité que nous avons, c'est d'être capable de nous étonner. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il se peut qu'en fait, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Auquel cas, en fait, on serait bien malin ensuite d'avoir dit qu'on l'avait prévu. Non, mais c'est là pour ça surtout. C'est qu'auquel cas, on passe à côté. On ne le pense pas. Donc, et alors, alors voilà, je ne vais pas vous faire l'apologie de Patrick Boucheron parce que je présente Jeanne Hersch, mais en l'occurrence, c'était très intéressant parce qu'en fait, il revenait en historien sur la question philosophique principale qui est justement être capable d'être suffisamment lucide pour voir ce qui est. Et donc, pour être lucide, pour voir ce qui est, il faut être déjà capable de s'étonner. Vous voyez le lien? C'est-à-dire pas plaquer, pas se dire, bah, de toute façon, il n'y a rien à voir. Circuler. Donc, et finalement, alors, avec un petit côté un petit peu malicieux, comme ça, il finit l'entretien en disant « La capacité des gens à adhérer à leurs propres convictions ne cesse de m'étonner. » Pour dire du... Voilà. Donc, en fait, finalement, ce Patrick Boucheron nous aide bien, en plus d'être quelqu'un de très intéressant, puisqu'il il montre à quel point la présentation de ce soir a du sens, en plus qu'elle en a, puisqu'il s'agit de présenter Jeanne Hersch. Donc, il montre que cette présentation a du sens aujourd'hui et maintenant, et il montre aussi que Jeanne Hersch est une grande philosophe, puisque, justement, précisément, son objet, c'est de montrer qu'on a toujours à s'étonner. Que, en fait, finalement, quelque part, le philosophe doit se tenir aux aguets de l'actualité. Il y a toujours quelque chose à penser. Bon, c'est vrai que là, en l'occurrence, notre actualité est assez lumineuse, assez jaune, pour ainsi dire. Donc, l'enjeu pour aujourd'hui, d'aujourd'hui, c'est de poser reformuler par Jeanne Hersch, ce serait de comprendre comment, en fait, finalement, nos propres convictions peuvent nous conduire à adhérer à nos propres opinions. En fait, on a comme une sorte de sentimentalité qui fait que parfois, on renonce à la pensée. Voilà.
C'est-à-dire, alors en l'occurrence, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est à la fois en général, c'est le grand aujourd'hui de l'humanité, et c'est à la fois aujourd'hui au sens aujourd'hui maintenant. Puisque plus la situation sont tendues sur le plan historique, et plus nous avons tendance à penser difficilement, et plus il est urgent de penser. Enfin, il est toujours urgent de penser, mais enfin parfois on sollicite davantage, on se pose davantage de questions, et paradoxalement, cette pensée qu'on sollicite davantage, on peut aussi plus facilement la laisser tomber. C'est-à-dire, devant l'urgence de la pensée, et ben, la tendance qu'on peut avoir, qu'on peut tout à fait d'ailleurs, qu'on peut déplorer, mais qu'on peut aussi avoir chacun d'entre nous, donc c'est pas un jugement moral là que j'énonce, mais plus il va y avoir des choses à penser, plus ça peut nous sembler difficile à penser, et plus on peut avoir tendance à rechercher dans nos anciennes convictions, dans nos sentiments, dans nos amitiés, hop, quelque chose de prêt à penser, qui nous permettrait de nous réconforter en somme, et de nous dire c'est bon, ça c'est fait, j'ai compris. Parce que c'est quand même pas évident hein, de se retrouver comme ça face au vide, mais bon, on va y arriver. Donc, c'est pas évident, et d'ailleurs en ce sens, hein, Jeanne Hersch rend aussi hommage tout au long de son travail à Emmanuel Kant, qui ne cesse d'affirmer, alors lui pour le coup du point de vue moral, que penser c'est d'abord un acte de courage. C'est-à-dire qu'en fait, Kant assimile la paresse à la lâcheté. C'est-à-dire, bon, la paresse, pas rester sous sa couette quand il pleut, mais renoncer à l'exercice de la pensée, c'est être lâche. C'est pas une question simplement de capacité intellectuelle. D'ailleurs, c'est pas une question de capacité intellectuelle, la pensée. C'est une question effectivement, de vertu intellectuelle plutôt. C'est-à-dire de capacité à ne pas se contenter de ce qui nous vient d'abord à l'esprit. Voilà. Alors maintenant, bon, bah voilà, c'était l'introduction. Donc, voilà une petite présentation générale. Voilà. Et pour vous dire un peu d'où vient, quel est le sens de cette question, en fait, hein, peut-on vouloir ne s'étonner de rien dans le champ actuel? Et donc, je vous propose 3 petites parties. Une première, bon, où quand même, je vais essayer de vous présenter un peu Jeanne Hersch. D'accord? Donc, qui est Jeanne Hersch? Deuxième partie, que signifie vouloir ne s'étonner de rien? Je vais revenir là-dessus. Et en fait, un troisième moment où il s'agira pour nous de comprendre ce que définit l'exercice de la pensée, justement, par opposition à ce renoncement à l'étonnement. Voilà. Donc, qui est Jeanne Hersch? Alors, Jeanne Hersch, peut-être vous savez, est née en 1910. Non, ça vous ne savez pas. Donc, c'était un penseur suisse. Alors, elle est née en 1910 à Genève, où ses parents étaient réfugiés, en fait. Ils étaient réfugiés de Pologne, étant juifs et persécutés. Donc, en fait, ils se sont réfugiés dans les années 1904-1905. Donc, elle née en 1910, elle a un souvenir de son enfance très heureux, parce que, en fait, du coup, la maison des Hersch est très vite devenue une espèce de lieu comme ça, où tous les intellectuels de l'époque, réfugiés aussi en Suisse, enfin, c'est le sentiment qu'elle avait enfant, se trouvaient dans sa cuisine, en quelque sorte. Donc, c'était un moment d'émulation intellectuelle très intéressant. Et du coup, elle a gardé pour la Suisse non seulement un attachement au paysage, etc., mais une profonde gratitude, mêlée à un sentiment pratiquement de culpabilité, puisque Jeanne Hersch a perdu un nombre assez considérable d'amis pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'elle a réussi, elle a réussi à échapper au nazisme, pas au nazisme, mais en tout cas à la déportation, parce qu'elle était protégée par son statut de citoyenne suisse. Alors, donc, dans ce refuge, notamment, lui est transmis, ce refuge dans sa cuisine, en quelque sorte, avec Madame et Monsieur Hersch, lui est transmis une conception très laïque du judaïsme, notamment par son papa, qui est professeur de statistique et démographe, et par sa mère, qui aurait aimé être médecin, qui était quand même une intellectuelle, mais bon, qui restait infirmière. Parce que l'histoire, on a voulu ainsi. Mais elle lui a transmis l'ambition, hein, qui est celle de Jeanne Hersch. Elle a une ambition intellectuelle très très vive. Et donc son père est membre du parti Bund. Enfin, c'est un syndicat au départ,
qui se crée donc au début du XXe siècle, notamment qui naît en Suisse, et qui a pour vocation d'essayer de protéger la population juive qui est réfugiée d'Europe de l'Est, sans pour autant être à la fois... Donc c'est un mouvement socialiste, en fait, juif. D'ailleurs, Jeanne Hersch restera socialiste jusqu'à la fin de sa vie, mais qui n'est ni sioniste, ni bolchevique. C'est-à-dire, c'est un syndicat, d'ailleurs, au départ, puis un parti, qui va totalement disparaître après la Deuxième Guerre mondiale, après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale et après la Shoah, mais qui, en fait, avait cette idée que peut-être on pouvait imaginer un État où les Juifs se retrouveraient, sans pour autant que ce soit que le fond idéologique soit le sionisme, c'est-à-dire la séparation avec les autres, comment dire, un État dont la religion serait non séparée, c'est-à-dire un État laïque, en fait, voilà. Et non communiste, c'est-à-dire vraiment, Jeanne Hersch d'ailleurs avait ça en commun avec son père, c'est-à-dire une espèce comment dire, de crainte énorme face au bolchevisme et surtout l'inquiétude liée à ce qu'il leur semblait être, et d'ailleurs ce qui s'est avéré juste, pardon, leur semblait être le sort réservé aux individualités. C'est-à-dire à la fois le bundisme, pardon, je n'arriverai jamais à dire, c'est donc une aspiration au socialisme au sens, donc quand même une aspiration à l'égalité sociale, à l'émancipation des individus par l'éducation, etc. Mais ça n'est pas le communisme au sens où le sort de l'individu en tant qu'individu apparaît comme fondamental. Donc c'est quand même la primauté de l'individu sur le collectif, ce qui est donc une distinction très importante à l'époque. Ce qui est important aussi dans ce qui lui est transmis, le socialisme lui est transmis, donc voilà, et un rapport à une ambiguïté d'emblée liée au judaïsme, qui est qu'en fait, dans sa maison, on parlait plusieurs langues, le polonais, le yiddish, notamment ses parents, et puis très vite le français, puisqu'on était en Suisse, à Genève, donc partie francophone de la Suisse. Et puis, en fait, elle s'est trouvée en conflit de loyauté parce qu'il fallait choisir des langues, et que très longtemps, en fait, par exemple, elle a eu des difficultés à parler le yiddish, et ça la culpabilisait parce qu'elle savait que la mère donc sa grand-mère, au moment de partir, au moment de laisser son fils partir de Pologne, bon, elle est morte assez... Non, au moment de mourir, c'est encore pire. Donc elle est morte à 30 ans, et elle dit à son père, donc le père de Jeanne Hersch, elle lui dit « Sois un honnête homme et un juif fidèle ». C'est-à-dire un honnête homme, conduis-toi bien dans la vie, et un juif fidèle, ce qui signifie n'oublie pas la langue, n'oublie pas le yiddish, c'est la seule chose qu'on puisse se transmettre. Or, elle se trouve incapable de parler cette langue. Et c'est aussi, c'est aussi face à ces contradictions qu'elle se trouve. C'est peut-être aussi parce que il était préférable de parler le français, en somme, sans doute pour rester vivant à ce moment-là. Alors, alors toujours ce que lui transmet son père, donc ça, je vais pas rester dans son enfance, mais c'est quand même très important, c'est aussi l'exercice permanent de la lucidité. Donc ça, on retrouve cette idée déjà de... Enfin, Jeanne Hersch n'est pas née philosophe, mais quand même, elle se pose des questions assez jeune. Enfin, peut-être qu'elle est née philosophe, après tout. Et en fait, son père lui disait, voilà, par exemple, alors elle se souvient très bien d'une phrase qui lui disait, excusez-moi, je vais donc la retrouver, parce que je l'avais notée, mais... Alors, non, je ne l'ai pas perdue. Alors, cette phrase disait, en quelque sorte, voilà... L'exercice de la... Je vais le dire comme ça. Hein, l'exercice de la lucidité doit être... voilà, mon père s'interdisait passionnément la moindre complaisance à des idées préconçues qui lui auraient fait voir la réalité non pas telle qu'elle est, mais telle qu'il pouvait désirer qu'elle soit. Donc ça, c'est vraiment l'image... Alors, c'est une image de petite fille, hein, mais c'est vraiment l'image qu'elle a de son père qui va construire comme ça une espèce d'homme idéal, peut-être de philosophe idéal, et qui va lui apparaître comme une espèce de voie à suivre. Donc voir le réel, non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, mais tel qu'il est, ce qui est quand même déjà une profession de foi de philosophe, on pourrait dire. Mais donc voilà, je continue. Donc elle devient adolescente, donc on est dans les années 25-30, et puis bon, arrive le moment de faire des études. Donc Jeanne Hersch va faire ses études en Allemagne. Donc elle fait des études de langue, de lettres, pardon, au départ. Donc elle se destine à devenir professeure de lettres. Et puis le hasard fait, alors hasard heureux quand même, en 1932-1933, alors qu'en plus elle est donc déjà juive,
suisse et que les juifs étrangers ne sont plus autorisés à étudier en Allemagne, dans l'université où elle se trouve en fait. Elle arrive à obtenir des laissez-passer en jouant de je ne sais quelle malice, et parce qu'elle tient absolument à suivre ses études, et en fait, par curiosité, elle va suivre un cours de Karl Jaspers. Karl Jaspers, en fait, auquel elle comprend absolument rien, parce que d'abord, elle ne comprend pas trop l'allemand, mais elle se dit qu'il y a un truc à comprendre de très très important, et donc c'est comme ça qu'elle commence à s'inscrire à l'université de philosophie, à la faculté de philosophie. Donc, et Jaspers va devenir un personnage extrêmement important pour elle. Ils vont devenir profondément amis. Et ce sera d'ailleurs la traductrice de Jaspers, la traductrice en français de Jaspers, la traductrice officielle, pour ainsi dire, de ses œuvres. Donc, c'est étonnant parce qu'elle découvre la philosophie, parce qu'elle sait qu'il y a un truc à penser. Elle voit vaguement que c'est très, très, très important. Elle ne comprend pas tout. Et puis, elle continue ses études de manière assez brillante, toujours en étant très, très mal, puisqu'elle doit être à peu près la seule étudiante juive. Donc, c'est toujours super compliqué. Et surtout quand on a Martina Heidegger en professeur, ce qui est pour elle le pire souvenir de sa jeunesse, quasiment. Alors, à la fois un très beau souvenir en tant que philosophe, mais un souvenir d'humiliation dont elle ne s'est jamais remise, en fait, puisque Martina Heidegger oblige à un moment donné ses étudiants à chanter un chant nazi à la gloire d'un étudiant, un héros nazi, en fait, qui s'appelait Schlageter, donc à sa gloire, un chant pour l'honorer, en sachant, dit-elle, pense-t-elle, alors ça je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas en sachant que sans doute elle était là, c'est-à-dire elle était là, non pas elle, mais qu'il y avait une étudiante juive dans la salle. Et donc elle disait que ça a été vraiment un très très grave moment pour elle, puisqu'elle avait le sentiment d'être seule face à l'humanité, seule contre tous, vraiment, et que c'est le sentiment le plus dégradant, le plus humiliant qu'elle n'a jamais ressenti. Mais elle a quand même continué ses études. Alors c'était compliqué, hein, parce qu'en plus son père voulait absolument pas qu'elle reste en Allemagne. Bon, on comprend son père. Elle a fini par rentrer en Suisse, par passer un petit peu de temps en France aussi. Et finalement, de son travail philosophique naîtront, entre guillemets, 15 ouvrages, dont l'illusion philosophique qu'elle va écrire à 26 ans, donc quand même relativement jeune, et où elle va s'attacher toujours de manière très très récurrente à détruire ce qu'elle va appeler les mythes, à détruire en fait l'ensemble de ce qui nous masque la réalité. Alors, sans directement énoncer le contexte politique dans lequel elle se situe, mais en étant totalement, toujours habitée par ce contexte. Alors que ce soit le contexte politique au sens politicien du terme, ou que ce soit plus au niveau du contexte sociétal ou technologique. C'est-à-dire qu'elle va toujours être, dans ses écrits quand même, préoccupée par des enjeux extrêmement réels. Voilà, donc ça reste toujours une femme politique. Cependant, elle écrit 15 ouvrages de philosophie, qui sont des ouvrages de philosophie totalement philosophiques, où elle montre toujours que la pensée, c'est finalement un effort de liberté. Et où elle va commencer, alors à la manière de Heidegger aussi d'ailleurs, elle va commencer à s'apercevoir comment nous sommes dans une époque où la technique prend le dessus sur la pensée et où nous avons parfois des réflexes de pensée. Hein. Elle dit en fait on pense comme des robots, c'est-à-dire on ne pense pas en quelque sorte. Il manque à la pensée une visée, un sens. Donc ça c'est quelque chose qu'elle va déplorer, enfin qu'elle va montrer en fait tout au fil de son travail philosophique. Et dans son travail de philosophe, en fait, Jeanne Hersch introduit aussi l'idée que le mythe, c'est souvent le pire des mythes, ce qu'elle appelle le mythe, c'est celui qui nous aveugle, celui qui aveugle nos amis, en quelque sorte, donc qui nous aveugle aussi. Donc, elle en fait la cruelle expérience en France, lorsqu'elle, en tant que polonaise, elle se trouve très proche de la diaspora polonaise catholique souvent, et en fait qui se trouve être ostracisée par les penseurs français de l'époque, qui eux sont en général marxistes, et qui donc vont voir dans chez ces intellectuels-là, eh bien des gens finalement des gens peu fréquentables.
Donc elle décrit comme ça, elle décrit notamment sa rencontre avec Sartre, ses échanges avec lui, qui sont des échanges tout à fait de haut niveau, hein, mais des échanges où elle se dit, mais c'est comment cet homme de cette intelligence peut-il ne pas voir qu'en face de lui, il a un prix Nobel de littérature devant lui. Et par exemple, il accueille très très mal, comment il s'appelle, Milo Wisław, alors j'arriverai jamais à dire son nom, quelqu'un le nom de prix Nobel de littérature polonais, dans les années 50, non, ça vous dit rien, je vais retrouver, qui était très ami, alors Miloš, voilà, qui est très ami avec Jeanne Hersch, et Sartre le snob pratiquement en fait, parce qu'il n'est pas communiste. Alors il faut voir que c'est une époque singulière, c'est une époque très très singulière, c'est l'époque des grandes idéologies en fait. Et donc forcément, c'est pourquoi Jeanne Hersch, c'est pas par hasard finalement si Jeanne Hersch est si peu connue, parce que je pense qu'elle continue à payer cette forme de résistance de la pensée, mais où on est dans une pensée de l'interstice en fait. C'est-à-dire une pensée qui veut ni être communiste, qui ne veut être affiliée, ni être catholique, a fortiori, puisqu'elle est juive, mais qui veut être affiliée à aucune église en fait. Et ce qui est curieux, mais ce dont les philosophes ont parfois du mal à entendre le fondement, les philosophes officiels, à entendre le fondement. Alors Jeanne Hersch est aussi une enseignante remarquable, enseignante à l'université de Genève toute sa vie, voilà, et militante socialiste. Alors, on la connaît aussi en Suisse notamment parce que c'est elle qui, en 1960, a créé la chaire de philosophie de l'UNESCO. Donc elle représentait à l'UNESCO la Suisse, justement. Et elle est notamment connue parce qu'elle a fait un énorme travail de recensement pour l'UNESCO de la question, enfin un recensement énorme, pardon, de la question du droit humain à travers les cultures. C'est-à-dire en 1968, à l'occasion de la fête des 20 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en fait, l'UNESCO propose différentes activités et elle se dit, tiens, je vais proposer aux différents États que l'UNESCO peut représenter, de proposer une définition de ce que c'est que la dignité humaine. C'est-à-dire, plutôt que de dire, vous, c'est quoi vos cultures, etc., parce que ça aurait été un petit peu, comment dirais-je, peut-être intéressant, mais peu philosophique, eh bien, la question, c'est, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être digne? Et alors, c'est un texte, c'est un texte de 5000 pages, à peu près, hein, mais qu'on peut télécharger sur Internet, parce que c'est libre d'accès. Et alors, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant, c'est très passionnant, parce que, justement, elle essaye de tenir cette question. Justement. Voilà, donc Jeanne Hersch, jusqu'à sa retraite, continue de traduire Jaspers. Elle continue à faire des conférences. Ah oui, elle fait beaucoup de conférences, certaines d'ailleurs qu'on peut toujours voir pareil hein, en ligne. Voilà, on la voit, vieille dame, disserter sur Socrate. Et voilà, et elle meurt en 2000, donc à 90 ans. Une vie très très longue. Elle a été aussi une amoureuse, mais bon, ça c'est sa vie, hein, parce qu'en plus c'était pas vraiment officiel. J'en dirai pas plus, mais c'était dur pour elle. Voilà. Deuxième question. Bon, là, je fais la vie de Jeanne Hersch. Hein. En gros, hein. J'ai un peu honte parce que c'est du sabordage, hein, mais bon. Que signifie, 90 ans en 3 minutes, que signifie vouloir ne s'étonner de rien? Alors justement, pour Jeanne Hersch, ne vouloir ne s'étonner de rien, c'est être un robot. C'est-à-dire produire des algorithmes, en quelque sorte, et confondre calcul et pensée, on peut dire. Donc c'est-à-dire faire comme si la pensée, comme si on pouvait penser sans aucune visée, comme si on pouvait produire des pensées à la chaîne, en quelque sorte. Hein, comme si penser, c'était produire des contenus de pensée. Comme si penser, c'était une question de quantité, en fait. Vous voyez ? Donc ça ne va pas du tout. Hein. Eh bien, cependant, c'est possible. Donc oui, que signifie vouloir ne s'étonner de rien? Eh bien, ça signifie vouloir renoncer à la pensée comme exercice du jugement, en fait. C'est-à-dire juger au sens où, je vais prendre un petit risque et je vais me dire que je vais penser que telle ou telle chose existe, par exemple. Je vais m'élancer, je vais m'engager vers quelque chose, quitte à me planter, quitte à me prendre un mur, mais ce faisant, je vais forcément
devoir évaluer ce qu'il y a autour de moi. D'accord ? Puisque pour moi, ça aura du sens. Or, c'est justement tout ça qu'ils ne font pas les robots, ils font les humains. Alors, ce que dit Jeanne Hersch, c'est que finalement, la condition humaine a une forme de vocation qui est de construire un rapport entre ce qu'elle appelle la matière et ce qu'elle appelle la forme. Alors ça, c'est vraiment retour à Aristote cette fois-ci. Alors, ce qu'elle appelle la matière, ça représente les conditions dans lesquelles s'exerce nécessairement la liberté. Donc, ce qui nous est donné, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et la forme, c'est les possibilités créatrices de la liberté. Donc, nous les hommes et les femmes, nous les êtres humains, en fait, nous sommes les êtres capables de concilier forme et matière, en fait. Et celui qui renonce à l'exercice de la pensée, celui qui veut ne s'étonner de rien, il fait comme si la forme ne dépendait pas de sa capacité créatrice, comme si on pouvait déléguer cette capacité. Alors, je ne sais pas qui, à un chef, à son amoureuse, que sais-je encore. Enfin, à son amoureuse, c'est mieux qu'à un chef, quand même. Hein. Enfin, voilà, je trouve, personnellement, si je peux me permettre. Donc, finalement, Jeanne Hersch a dit, qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Être humain, c'est être capable de se tenir entre l'être et le néant. Pied de nez à Sartre demeure. Oui. C'est-à-dire, elle dit, en fait, on ne peut pas considérer qu'on n'est que dans l'être. Enfin, on ne peut pas considérer, que tout est néant, évidemment. Et on ne peut pas considérer que c'est nous l'être. Tout ne va pas partir de nous, en fait. Que nenni. Tout ne dépend pas de notre volonté. Bon, alors, peut-être qu'elle le sait davantage que d'autres, vu son histoire familiale et sa vie, en général. Mais n'empêche que c'est important de montrer qu'il y a à la fois une dimension nécessaire et une dimension libre dans l'humanité, et que d'ailleurs nécessité et liberté, chez l'homme, la plupart du temps, coïncident dans l'exercice de la pensée. Voilà ce qu'elle rappelle. Elle fait aussi de l'homme, alors dans ses écrits, au fur et à mesure de l'évolution de ses écrits, en fait, elle va s'interroger aussi à la nature, à l'écologie, à la technique et à la place des animaux. Donc dans ses derniers écrits notamment, elle s'intéresse à la distinction entre l'homme et l'animal, qu'elle retravaille de manière moins classique que ce qui nous était donné à voir jusqu'alors, c'est-à-dire l'animal est un animal, est une machine en fait. Hein. Et donc elle essaie de comprendre notamment la sensibilité des animaux, et elle va penser l'animalité à partir de la question de la responsabilité qu'ont les hommes vis-à-vis des animaux, parce que les animaux, en fait finalement, ce sont des êtres que l'on peut ou pas bien traiter, en somme, ça on est d'accord. Elle dit la grande différence, c'est que l'homme, il est témoin. C'est ça. La seule chose qui vraiment distingue l'homme de l'animal, c'est que par la pensée, il va témoigner, attester de son existence. Et attester aussi de l'existence de ce qui est autour de lui. Ce que l'animal ne peut pas faire. Mais se comporter comme une bête, c'est bien sûr être bien en dessous de l'animal. C'est-à-dire que quand je ne suis pas à la hauteur de l'humanité, je ne deviens pas l'animal. Elle le rappelle. Mais je deviens une bête. Alors ce qu'elle appelle, c'est que je renonce en fait à attester de mon existence. Je fais comme si je pouvais me dissimuler dans le néant. Alors Heidegger, qu'elle ne cite pas, il parlerait du on, c'est-à-dire du renoncement à l'exercice de la pensée comme engagement, encore une fois. Donc là, encore une fois, je vous rappelle que je réponds à la question « Que signifie vouloir ne s'étonner de rien ?» Donc en gros, ça veut dire qu'on accepte le risque de se comporter comme une bête, quand même. C'est pas un petit risque, quand même. Troisième point. Qu'est-ce que la pensée ? Comment arriver à se comporter comme des humains ? Si je reprends le point de vue de Jeanne Hersch. Donc, comment finalement... la pensée, en fait, en quoi consiste-t-elle ? Alors, elle consiste à mettre en forme la matière, ça j'ai déjà dit, et elle dit, la pensée, c'est le miroir du monde. Voilà. C'est-à-dire que quand je pense, en fait, je mets en forme la réalité qui se présente devant moi. Je l'organise. Des fois, je ne comprends rien, donc c'est n'importe quoi, mon organisation. Mais bon, c'est quand même une organisation. Hein. Donc, finalement, dans l'exercice de la pensée, il y a à chaque fois quelque chose de l'ordre de la création. Et puis voilà, il ne faut pas avoir peur de créer n'importe quoi, en fait. Mieux vaut créer n'importe quoi que de renoncer à la création.
Alors, quand je dis créer, ça veut dire juste proposer quelque chose, avoir une idée. Mais avoir une vraie idée, qui soit vraiment la nôtre, en fait. Alors, je reviens. Donc, en 1981, elle propose donc cet ouvrage, L'étonnement philosophique, qui donc sous-titre Une histoire de la philosophie, et où elle propose de faire donc effectivement une sorte de travail d'historien de la philosophie en philosophe, à savoir qu'elle montre que finalement chaque philosophe propose a une manière propre de questionner le monde, et qu'en fait être un philosophe, c'est pas tellement c'est un petit peu, c'est pas tel, c'est comme dira Husserl aussi d'ailleurs, c'est pas tellement accumuler des connaissances, c'est trouver la bonne question. Trouver la bonne question que nous pose le réel. Trouver aussi, alors pas la bonne question, mais la bonne manière de formuler l'étonnement philosophique du point de vue de l'époque dans laquelle on se situe. Alors par exemple, elle commence par Héraclite. Alors elle va opposer, elle va présenter ensemble Héraclite et Parménide, qui sont pratiquement contemporains, et qui se posent tous les deux la même question, à savoir pourquoi, comment peut-on concilier le fait que tout se transforme, que tout est en devenir, et le fait qu'en même temps, il y a de la permanence. Voilà. Donc il y en a un, Héraclite, qui préférera poser la question du point de vue du devenir, et l'autre, Parménide, qui préférera se poser la question du point de vue de l'un. L'un étant plus préoccupé par le permanent, l'autre par le devenir, mais finalement, chacun des deux poseront à leur manière la même question. Et surtout nous permettront à nous, leurs lecteurs, de comprendre à quel problème ils se confrontaient, en fait. Et de nous reformuler à nous-mêmes, pourquoi pas, cette même question. C'est-à-dire à nous de trouver comment, aujourd'hui, on peut se poser la question du devenir et de l'unité. Ce ne sont pas des questions... Ce qu'elle montre, en fait, c'est que les questions que se posent les philosophes ne sont jamais posées une bonne fois pour toutes, en fait. Et elles se posent d'époque en époque, mais non seulement d'époque en époque, on pourrait dire d'individu à individu, parce qu'en plus, souvent, on ne se comprend pas quand on se parle, donc on se retraduit, et chacun traduit les mêmes questions. Donc il y a un côté, la philosophie est éternelle, puisqu'il n'y a pas 100 000 questions quand même, hein, et en même temps, elle est infiniment multiple, puisque chacun se réapproprie ces questions qui sont des questions philosophiques profondes. Donc, c'est un livrage qui en plus est d'une clarté extraordinaire, on peut le faire lire à des lycéens tout à fait facilement. C'est un ouvrage qui, en fait, nous propose de présenter, hein, depuis Héraclite jusqu'à Jaspers, une histoire de la philosophie qui ne se veut pas totale, hein, évidemment, parce que ce serait quand même impossible, en passant par les Grecs, etc. etc. Et donc, surtout, elle revient toujours sur l'idée que donc philosopher, c'est toujours chercher à tenir ensemble des contradictions. Alors, certainement pas pour les évacuer, mais pour essayer de voir comment, en fait, elles peuvent être pensées ensemble. Parce que si on ne les pense pas ensemble, en fait, on ne pense pas. On renonce, justement. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait le un et en même temps le multiple. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est étonnant, c'est qu'on puisse penser les deux. Sinon, il n'y a pas d'étonnement. Alors, je finis par ma conclusion, hein, qui est donc qui fait référence à une petite conférence que vous pouvez trouver sur Internet, que je vous conseille de voir dès ce soir. Et j'aimerais bien que vous me fassiez un petit compte-rendu après. Donc, une conférence que Jeanne Hersch fait, qui est très émouvante, c'est un entretien avec une journaliste. Ça s'appelle La figure de Socrate. Donc c'est déjà une vieille dame, je crois qu'elle doit avoir bien 80, pratiquement 10 à ce moment-là. On est vraiment à l'aube de sa mort. Et donc elle revient sur Socrate, et on lui demande comme ça, la journaliste lui demande pourquoi Socrate, qu'est-ce qu'il a ce Socrate. Et elle lui dit qu'en fait pour elle, Socrate c'est vraiment celui qui représente la liberté comme acte de la pensée, et elle dit acte de la pensée maintenant ou jamais. En fait, ce qu'elle aime bien chez Socrate, alors que Socrate aussi est mort assez vieux quand même, hein. Je ne sais pas exactement à quel âge il est mort, mais enfin il avait plus de 80 ans, largement, pour à l'époque c'était pas mal. Et puis en plus il le dit, parce que dans l'apologie de Socrate, vous connaissez les circonstances de sa mort, il dit c'est complètement ridicule, il est condamné à mort alors que de toute façon il allait mourir. Enfin,
comme nous tous, bien sûr, mais a fortiori lui-même. Donc voilà, et Socrate, eh ben, en fait, son métier, vous le savez, c'est donc philosophe, et sa maman était, on le sait, est-ce une légende ou pas, elle était sage-femme, voilà. Et lui disait qu'il accouchait les esprits. Et Jeanne Hersch explique qu'en fait, il accoucher des esprits, bon, c'est quoi, ben, c'est accoucher de la liberté de l'autre. Et c'est ce qu'elle trouve, c'est ce qu'elle l'explique de manière très très limpide, c'est que en fait, Socrate est très important pour l'histoire de la philosophie parce qu'il montre que chacun d'entre nous est tenu de trouver sa propre réponse. Et donc, il n'y a pas de philosophie pour tout le monde, en fait. Et parce que, en fait, elle revient sur le fait que Socrate n'a jamais écrit, comme vous le savez. Et en fait, on peut se dire, mais pourquoi vous n'avez jamais écrit, Socrate? Bon, il n'est pas là, mais... Donc, c'est une question qu'elle se pose à elle-même. Et pourquoi n'a-t-il jamais écrit? Précisément parce que, en fait, c'est un enseignement qui ne peut pas passer par l'écrit, parce qu'il faut à chaque fois qu'on se refigure à soi-même eh bien, ce qu'il en est. C'est-à-dire, il n'y a rien à transmettre. La pensée, ça ne se transmet pas. Ça agit, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire ou, je ne suis pas Socrate en même temps, donc j'ai plus de mal. Hein. J'essaie d'engendrer votre liberté, mais... Hein. Donc, elle dit, voilà, finalement, pour elle, alors elle pousse un peu le bouchon, hein, elle est un petit peu coquine, elle dit, finalement, Socrate, on peut le comparer au Christ. Elle dit ça en rigolant, hein. Enfin, comme ça le fait. Parce que, pourquoi? Parce que, finalement, avec Socrate, ça coïncide avec la naissance de l'humanité. L'humanité en tant que la pensée, l'exercice de réflexion qui soit libre. D'accord? Humain égale philosophe, en quelque sorte. Vous voyez? C'est-à-dire que l'exercice de la pensée fait qu'on accède à l'humanité de l'homme. Et donc, évidemment, d'après Jeanne Hersch, il a eu raison quelque part de renoncer à la vie, même si c'est triste, hein, parce que vivre, c'est toujours agréable quand même. Parce que finalement, s'il avait renoncé à la mort, eh bien, il aurait renoncé à la vie pour l'humanité. Vous voyez son raisonnement ou pas? C'est-à-dire, en acceptant d'avaler la ciguë, je reprends, hein, dans l'apologie de Socrate, Socrate, en fait, on lui propose, dans l'apologie de Socrate, qui est une apologie écrite par Platon, où on renvoie en fait à la mort de Socrate, c'est un procès, Socrate a eu droit à un procès, et à la fin du procès, il est condamné à mort, parce que justement, il est censé corrompre la jeunesse avec son enseignement, etc., et puis être impie aussi. Et en fait, Platon, et d'autres amis à Platon, en fait, qui aiment beaucoup Socrate, et puis qui trouvent ça complètement absurde, je dis, écoute, on va négocier avec les juges, et puis tu vas transformer cet arrêt de mort avec une amende. Et puis, en fait, Socrate dit certainement pas, il n'en est pas question. Donc voilà, donc Socrate accepte de mourir. Donc ça peut être scandaleux. On peut se dire, mais quoi? Pourquoi? La vie, c'est toujours mieux que la mort. En fait, Jeanne Hersch explique que non, la mort, dans ce cas-là, c'est ce qui va donner naissance à l'humanité. Voilà, donc c'est-à-dire à la philosophie. Alors, elle a une proposition là qui est très belle, elle dit « Vivre complètement jusqu'à la racine la condition d'être conscient, c'est-à-dire la condition de Socrate ou d'un homme, c'est nécessairement prendre position pour ou contre les conditions de vie humaine. C'est donc ne jamais vouloir ne s'étonner de rien. » Voilà, je m'arrêterai là-dessus.